aujourd'hui un chat recrutement avec l'entreprise Groupe Logement Français. Avec moi sur le plateau et pour répondre à vos questions, Christine Friedrich. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargée d'emploi et de développement au sein du Logement Français. C'est ça. Sabin Yamadiako, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller du travail chargé de mission handicap. C'est bien cela. Et également François Le Sceau. Bonjour. Donc vous êtes chargé de mission handicap à la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM. Exactement. On va revenir sur vos fonctions aux uns et aux autres, si vous voulez bien, en vous présentant. On va commencer par vous, Christine, si vous voulez. Alors donc moi, Christine Friedrich, donc je travaille au Logement Français maintenant depuis un peu plus de 15 ans. Donc j'ai évolué au sein de la direction des ressources humaines, d'abord sur une fonction de généraliste et puis depuis 5 ans, je suis donc chargée emploi, donc avec une mission de recrutement et puis des missions de développement spécifique, notamment l'analyse des entretiens annuels et puis une analyse du climat social de la société qu'on fait en partenariat avec notre maison mère, AXA. Très bien. Sabin, à vous. Oui, bon, Sabin Yamadiako, donc conseiller du travail, c'est une mission un peu triple, c'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise, tout ce qui est lié à la santé au travail et la partie diversité, plus précisément la gestion du handicap, et enfin l'accompagnement social individuel, puisqu'à la base j'étais assistant social d'entreprise. Très bien. François. Voilà, alors François Le Sceau, je suis chargé de mission handicap fédéral donc à la Fédération des ESH. Je suis là pour appuyer les entreprises membres de la fédération à mettre en place et développer leur politique d'emploi handicap. Donc ça passe par plusieurs volets. Déjà j'apporte un appui individuel à certaines ESH sur le plan juridique, par exemple, pour ce qui concerne la DOETH, sur le plan de la communication, sur tous les aspects sur lesquels elles peuvent me solliciter. Et je suis aussi en charge de mener des projets inter-ESH, donc comme des formations inter-entreprises, comme le passage de partenariat avec des centres de réadaptation. Et je suis aussi en charge de transmettre les bonnes pratiques au sein de la branche. Voilà. On va revenir tout de suite à ce qu'est la fédération réellement, concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte. Mais d'abord, je vous propose de présenter l'entreprise du groupe Logement Français. Qu'est-ce que c'est, Sabin? Qu'est-ce que vous faites? Le groupe Logement Français, c'est une entreprise sociale pour l'habitat. On est une entreprise d'utilité sociale, un bailleur social. Nous avons environ 79 000 logements gérés, 7 entreprises au total, 7 entreprises sociales pour l'habitat et un GIE. Le GIE qui s'occupe de toutes les parties communes, la commune. Groupement d'intérêt économique. Et nous sommes basés sur 3 grands bassins, Île-de-France, la région Rhône-Alpes et la région PACA. Les 7 entreprises, les 7 entreprises pour l'habitat, je peux les citer. Il y a Logement Français, la maison mère, Logement francilien, Coopération Famille, Logis familial Varois, Solar et Logis Méditerranée. Merci. On va revenir tout à l'heure pour les nombreuses questions qu'il y a justement sur votre implantation géographique, puisqu'il y a de nombreuses questions là-dessus. Mais d'abord, on va passer à la fédération. Est-ce que François, vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette fédération ? Alors, c'est une fédération de bailleurs sociaux dont fait partie le Logement Français. En fait, il y a 3 types de bailleurs sociaux. Il y a des coopératives d'HLM, des offices publics pour l'habitat et des sociétés anonymes d'HLM, à but non lucratif. Donc nous, on fait partie de cette fédération des sociétés anonymes qui regroupe 270 bailleurs sociaux partout en France, donc avec des réalités très diverses et des niveaux d'avancement aussi divers sur les politiques handicap. Ça va de 8 à 2800 salariés en fonction des 270 entreprises. Voilà, en tout, ça représente 31 000 personnes et nous logeons 4,5 millions de personnes et dans 2,5 millions de logements. Voilà, donc Logement Français est une des 270 entreprises adhérentes à la Fédération des ESH. Alors la mission handicap de la Fédération, elle consiste en quoi ? Alors, elle agit sur tous les aspects d'une politique handicap, hein, c'est-à-dire la communication, la formation, le maintien dans l'emploi,
le recrutement et la collaboration avec le secteur protégé adapté. Comme je l'expliquais, parfois il s'agit d'apporter un appui individuel à une ESH en fonction de sa problématique, et parfois il s'agit de mettre en place des projets inter-ESH, donc c'est à ça que sert la fédération, à ce niveau-là. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Sabin, Vincent Beau vous demande comment est organisée la mission handicap au sein de Groupe Logement Français. Alors, au sein du groupe Logement Français, c'est plutôt une mission transverse, puisque à la DRH, nous, les chargés de recrutement, les responsables ressources humaines et tous les autres acteurs de la DRH, on a souvent des projets transverses. Et au niveau du groupe Logement Français, le handicap est intégré dans une politique globale de la santé au travail et de la diversité. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a moi qui m'occupe du pilotage et on a aussi... on travaille en partenariat avec les partenaires sociaux, avec les encadrants, avec les responsables ressources humaines, avec les chargés de paye, avec la formation, tous les acteurs du groupe. Voilà. Ibouchou vous dit un référent pour toute la France ou il y a des référents dans les régions et départements? Est-ce que vous avez des relais sur les 7 autres... Pour l'instant, nos relais, ce sont nos partenaires sociaux des CHSCT, mais à moyen terme, on a prévu d'avoir des relais sur le terrain juste après le diagnostic handicap qui a été effectué par TH Conseil et financé en partie par la Fédération des ESH. Je vais revenir sur un élément important. Le groupe Logement Français, c'est 1300 salariés, plus environ une centaine, un peu plus de 100 salariés copro. Donc au total, 1400 salariés sur toute la France. D'accord. Gaz à tous les étages vous demande qu'il nous dit qu'il voudrait savoir quel profil vous recherchez et que vous lui en disiez plus sur ces profils-là. Christine? Alors, les profils qu'on recherche le plus souvent, ce sont ceux qui sont liés à la filière gérance, hein, puisqu'on a la chance d'avoir un nombre de métiers assez diversifiés. Et donc, les métiers les plus importants en volumétrie, ce sont les métiers de la gérance, avec, pour un bon tiers, je dirais que ce sont des gardiens d'immeubles. Il faut savoir qu'on est quand même un gardien pour une centaine de logements, donc ça chiffre vite en volume. Ensuite, vous avez des chargés de gestion locatif qui s'occupent de la vie du bail, je dirais, de l'entrée jusqu'à la sortie. Et puis dans un certain nombre de cas, ils font également tout ce qui est en amont au niveau de la politique d'attribution des logements, de la commercialisation du patrimoine. Vous avez également pas mal de postes d'encadrant des gardiens d'immeubles, alors qui s'appellent selon les filiales responsable gestion patrimoine ou responsable de site ou responsable gestion habitat. Donc eux, ils ont une mission d'encadrement des gardiens d'immeubles et ils sont plus généralement responsables de l'entretien courant du patrimoine. Vous avez également pas mal de postes de gérants d'immeubles. Donc le gérant, lui, encadre les responsables de site, responsables gestion patrimoine, et sont responsables d'une unité de gestion qui gère environ 2000 à 3000 logements. Au-dessus de ces gérants, vous avez le chef d'agence. Donc bon, les postes sont moins nombreux, mais c'est également des postes qu'on est amené à recruter. Très bien, c'est assez vaste. Hein. Voilà, c'est assez vaste. Hein. Donc, après, il y en a encore d'autres, hein, notamment dans la filière technique. Hein. D'accord. Les métiers techniques sont assez fréquemment recrutés, que ce soit des responsables techniques en entretien courant ou gros entretien, ou des chefs de programme en construction neuve ou renouvellement urbain. Donc il y a vraiment... Et après, je n'ai pas encore cité toute la palette des métiers sociaux. Donc, il y a toute la palette des métiers sociaux également qui sont recrutés chez vous. Ouais. Ok, très bien. Tarn Indépendant vous demande si vous avez atteint les 6%. Où est-ce que vous en êtes? Alors, au niveau du groupe, comme on est constitué de plusieurs entreprises, les 7 ESH proprement dit ont atteint les 6%, sont à plus de 6% aujourd'hui. Et le GIE à 3,70%. Et quand on fait au niveau global, groupe, on fait les chiffres groupés, on est à 5,70%, ce qui est au-delà de la moyenne des ESH qui est à 5,25 ou 5,35. C'était la question que j'allais vous poser justement, François. C'est le cas de toutes les ESH? En fait, la moyenne consolidée au niveau de la branche est à 5,02 exactement. Donc effectivement, Logement Français est au-dessus.
sachant que plus de la moitié des ESH atteignent aujourd'hui le seuil des 6%. Voilà. Bon, bah, très bien. Dans ces 5%, il y a 0,75% de collaboration avec le secteur protégé et adapté. D'accord, on va y revenir dessus, il y a de nombreuses questions. On vous demande, Sabin, où est-ce que vous êtes placé géographiquement? Vous nous en avez parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut détailler un petit peu plus sur ces 7 sites-là? Je vais essayer de détailler un peu plus avec l'appui de ma collègue. Donc, en Île-de-France, on est sur tous les départements, c'est là où il y a le plus gros. Il y a Logement Français, qui a environ 2000 et quelques ou 3000 logements environ. Il y a Logement Francilien, et Coopération Famille qui a aussi une partie de copropriété. Donc ça, c'est l'Île-de-France. La région Rhône-Alpes, on est implanté à Lyon, Annemasse, ou tout le bassin de Bourg-les-Valence. Voilà, et enfin, la région PACA, Marseille, Lyon, Nice, hier, Toulon, donc tout le bassin méditerranéen sur lequel on est implanté, de façon schématique. Et à quelques poches, telles que Châtres et une partie à Nevers. D'accord, très bien. Toutes ces entités font vraiment réellement partie du groupe Logement Français. Vous fonctionnez de la même manière pour le recrutement, admettons. Ils postulent au même endroit? Toutes ces entités sont parties du même du groupe, et on a une politique groupe qui est commune et qui est gérée par le GIE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La DRH s'occupe de l'impulser une politique globale. Le recrutement, c'est plutôt au niveau du groupe. Je te laisse... Les candidatures sont envoyées au GIE pour l'ensemble des postes, que ce soit pour l'Île-de-France, Rhône-Alpes ou PACA. Hein. Donc il y a vraiment une politique centralisée pour toutes les directions ressources. Comment on vous demande s'il y a des valeurs propres à Logement Français? Déjà, en tant que bailleur social, on a une valeur sociale, et on a aussi des valeurs d'utilité sociale. On s'occupe, on fait beaucoup de choses sur le plan social pour nos locataires. Donc, on fait de la même façon pour nos collaborateurs en interne. Au-delà de ces valeurs-là, on essaye, au niveau du groupe, on allie la partie sociale et l'économique. Ça, c'est très important pour nous. Et nous avons également des valeurs au niveau de la DRH, de politique. Il y a des politiques qui sont les politiques sociales du groupe qui ont été bien formalisées, et le handicap fait partie intégrante de ces politiques sociales. Et enfin, l'une des valeurs qui est aussi importante, c'est la responsabilité sociétale d'entreprise. Et pour nous, la démarche handicap ou la politique de la diversité fait partie intégrante, c'est une des démarches RSE du groupe Logement Français aujourd'hui. Je ne sais pas si Christine, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je crois que tu as un petit peu tout dit, mais je dirais que pour appuyer ce que tu viens de dire, moi qui gère cette enquête de climat social de l'entreprise, on voit bien qu'à chaque fois, chaque année, les réponses qui sont liées à la diversité et à notre spécificité d'ancrage social, de politique de diversité, est toujours fortement appréciée et ressort bien dans l'enquête de climat. Donc de vraies valeurs. Voilà. Émilie vous demande comment se passe l'intégration, l'arrivée pour vous d'un nouveau salarié. Est-ce qu'il y a un kit d'accueil, un processus, quelque chose d'organisé pour eux? Comment ça se passe quand un nouveau salarié arrive, et notamment quand il est en situation de handicap? Sabin? Alors, en situation de handicap, un nouveau salarié, que ce soit handicapé ou non, il y a un processus d'intégration. Il y a un kit d'intégration, et puis il y a des formations, il y a des journées de formation dédiées à ces collaborateurs. Donc il y a tout ce processus qui est de base. Et pour un collaborateur reconnu travailleur handicapé qui intègre le groupe, nous, au niveau du groupe, au niveau de la DRH plus précisément, on met en place nous regarderons ensemble avec le collaborateur, la médecine du travail et l'encadrement, les possibilités de compensation pour l'intégrer au mieux au sein du groupe. Justement, SEP 92, peut-on bénéficier d'aménagement de poste quand on a besoin d'un temps partiel pour faire des soins? Est-ce que ça fait partie de l'aménagement dont vous parliez? Les aménagements de temps, oui, d'horaire font partie, et c'est analysé au cas par cas, suivant les secteurs, suivant les missions du collaborateur, parce qu'il y a des missions qui sont compatibles et d'autres pas. Et si c'est des missions de gardien, on arrive à adapter ces aménagements. Nous, quand on fait des aménagements de poste, on les formalise. Les aménagements d'horaire, on les formalise clairement pour que le collaborateur puisse avoir le temps aux soins.
Il y a beaucoup de questions sur les aménagements notamment, et du type de celle de Fringe qui nous dit « c'est vous qui évoquez les aménagements dont on a besoin ou c'est à nous de le faire ?» Parce que c'est vrai que parfois certaines personnes ont des difficultés à parler de leur handicap, peut-être par timidité tout simplement, et à quel moment ils doivent aborder justement ce besoin d'aménagement? Je crois que moi je dirais que c'est au niveau du recrutement que c'est important qu'on puisse nous évaluer quels sont les aménagements à prévoir et les compensations à mettre en place pour retrouver cette idée d'égalité des chances. Donc pour moi c'est au moment du recrutement parce que si on le découvre après, peut-être justement l'intégration va moins bien se passer. Pour pouvoir avoir le temps aussi de mettre enfin... Voilà, pour pouvoir anticiper, je crois que c'est ça l'idée. Au cas où on découvrait avant, si le collaborateur nous fait confiance, parce que souvent c'est ça, c'est la relation de confiance qui amène le collaborateur à déclarer sa situation de handicap. Si le collaborateur nous fait confiance à un instant T, en interface avec le collaborateur, son manager, la médecine du travail et d'autres acteurs externes tels que le SAMET, le service d'appui pour le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, on essaye de trouver des solutions d'adaptation et d'aménagement de poste. Donc, que ce soit le salarié ou que ce soit par nous, c'est toujours un échange. À quel moment vous prévenir concrètement de la reconnaissance de travailleurs handicapés? Sur le CV, par exemple? François, sur un CV, c'est bien de dire qu'on a une reconnaissance de travailleurs handicapés? Oui, voilà, tous nos postes sont ouverts au handicap de toute façon. Le signaler en amont, c'est se donner toutes les chances aussi d'une intégration réussie et de mettre en place les aménagements de poste nécessaires au confort dans le poste et à l'efficacité du coup. Voilà, je pense que de toute façon, une des valeurs fortes, puisqu'on parlait de valeurs, c'est l'égalité des chances. Pour ça, à l'Action Handicap, on a un petit slogan, c'est comme le logement, l'emploi est une responsabilité sociale. Donc voilà, oui, signaler sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé sur un CV, c'est normal en fait. Pour ajouter sur cet aspect-là, nous avons eu un recrutement, il me semble c'est en 2011 ou en début d'année. Cette année, le collaborateur, pendant le recrutement, pendant le dernier entretien de recrutement, la personne a dit, voilà, je suis reconnu travailleur handicapé, comment on peut faire? Donc la collègue qui est recruteur, qui s'occupe du secteur, est venue me voir. On a revu le collaborateur pour savoir s'il y avait des besoins d'adaptation précisément pour qu'il soit bien sur son secteur. Le collaborateur a bien dit, aujourd'hui, pas encore, mais après, on verra. Donc, il y a un suivi de ce salarié parce qu'on l'a su en amont, ce qui permet d'anticiper ces besoins. Bien sûr. Ce qui est important de préciser aussi, je pense, c'est que si on indique qu'on a une RQTH sur son CV, on ne se verra pas poser la question de savoir quel est son type de handicap. Bien entendu, c'est une démarche confidentielle. Le process, ça sera systématiquement de savoir si le collaborateur a des besoins de compensation ou pas, et nullement de savoir quels sont... on aborde les choses uniquement en termes de conséquences sur le poste. Moi, j'ajouterais qu'à partir du moment où on est là aussi dans cette démarche HandiChat, c'est qu'on est ouvert aussi à ce type de profil. Donc, on vous invite à le mettre. Peut-être effectivement dans certaines entreprises, ça peut être problématique et discriminant de le mettre. Là, on ouvre la porte chez nous. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, plus on l'annonce tôt, plus on peut préparer un aménagement ou les besoins du futur salarié. Voilà. Et peut-être même pour l'entretien également, parce qu'on a parfois besoin d'aménagement pour les entretiens directement. Donc, il faut le préciser. Vous allez dire quelque chose, Sabin, je vous ai coupé, pardon. Nous ouvrons les portes aussi. Nous fonctionnons, je ne suis pas recruteur, mais je suis en contact avec les collègues. Nous fonctionnons sur la base essentiellement d'abord de la compétence. Première chose, c'est la compétence de l'individu, au-delà de sa diversité et de son handicap. Non, Sabin a raison. Un travailleur handicapé, on va avoir un entretien avant tout sur ses compétences pour tenir un poste. Et dans un deuxième temps, on analysera quelles sont les conséquences de son handicap sur la tenue du poste. Voilà. Comment vous procédez pour les aménagements de poste? Vous passez par qui? Comment sont-ils financés?
Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du SAMET. Déjà, je vais décrire à peu près comment notre fonctionnement, notre démarche procédure au niveau du groupe. Donc, dès qu'on a la phase diagnostic où on voit que nous voyons que le salarié, on a évalué avec le collaborateur qu'il y a un besoin d'adaptation, l'évaluation se fait avec la médecine du travail. Et aujourd'hui, nous avons la chance au niveau des médecines du travail, on a des ergonomes, on peut avoir des ergonomes. Si on ne l'a pas, nous sollicitons le SAMET, que j'ai décrit tout à l'heure, pour faire l'évaluation, l'étude de poste, pour nous décrire quelles sont les adaptations, les aménagements précisément. Et ensuite, au vu des adaptations ou des aménagements qui ont été préconisés, nous pouvons solliciter l'AGFIP pour avoir des subventions. Aujourd'hui, je prends pour exemple, l'année dernière, on a eu quand même plusieurs milliers de subventions de l'AGFIP pour adapter le poste des collaborateurs pour leur permettre d'être maintenus à leur poste. Enfin, l'adaptation se met en place, les aménagements se font et il y a un suivi. Le suivi déjà impliquer le manager, l'encadrant et si possible le collectif du travail, parce que le collectif du travail peut se dire pourquoi lui et pas moi. Donc voilà, les impliquer pour dire qu'il y a une différence, il y a un besoin d'adaptation qui est lié à sa situation. Bien sûr, dans le respect du secret professionnel, puisque le collaborateur peut nous dire « je n'ai pas envie d'en parler au collectif ». Voilà, de façon... Et la fédération peut intervenir, peut-être juste à titre de conseil dans les cas d'aménagement? Alors, l'aménagement au cas par cas, vraiment... La fédération ne peut pas intervenir systématiquement puisque sur tout le périmètre de... Non, dans la demande, si c'est une demande des ESH, hein, bien effectivement, on peut avoir un rôle de conseil, orienter donc, les ESH vers les bons interlocuteurs, donc par exemple les SAMET. Le Logement Français est un groupe d'une certaine taille, connaît très bien les rouages, mais ce n'est pas forcément le cas des plus petites ESH. Donc on peut orienter, on peut proposer des prestations via TH Conseil également, par exemple de sensibilisation quand il y a des aménagements visibles pour expliquer un peu à l'équipe. À l'arrivée de nouveaux collaborateurs. Voilà. Après, on intervient surtout dans la définition du process de maintien dans l'emploi au niveau des ESH, c'est-à-dire qu'on va financer des ateliers maintien. C'est-à-dire qu'on va, avec TH Conseil toujours, notre partenaire, construire le process de maintien dans l'emploi et donc d'aménagement de poste quand il y a besoin, avec l'entreprise en fonction de sa singularité et de son contexte. Juste un élément que je vais rajouter, François Le Sceau, tu as dû oublier, peut-être, on est en train d'échanger sur la possibilité que la Fédé puisse financer quelques études ergonomiques. Tout à fait. C'est un projet, effectivement. C'est un projet. C'est pour ça que je ne l'avais pas évoqué de prime abord. Oui, c'est aussi une des actions que l'on mène au niveau du maintien dans l'emploi, c'est-à-dire qu'on est en train effectivement d'organiser des diagnostics ergonomiques sur les postes de gardiens d'immeubles, puisque c'est notre poste principal avec la plus forte pénibilité, pour voir un petit peu effectivement toutes les solutions de maintien et les conséquences déjà que ça peut avoir sur le corps et les solutions de maintien qui sont possibles. Voilà, donc effectivement, c'est un projet en cours pour améliorer le maintien à l'emploi dans les ESH. Très bien, merci beaucoup. On va faire une petite parenthèse. Un reportage a été tourné au sein du groupe Logement Français, avec vous notamment, Sabin. Je vous propose de le regarder tout de suite. Le taux de salariés reconnus handicapés a fortement évolué dans le groupe depuis 2009. Pour preuve, en 2008, on était à 2,5. Aujourd'hui, on est à 5,70. Il faut aussi préciser que plusieurs entreprises, plusieurs des filiales de groupe Logement Français sont à plus de 6%. C'est souvent des entreprises où le pourcentage de personnel de proximité est très élevé. C'est des métiers avec une contrainte physique marquée. Moi, j'ai un site avec une pente qui est relativement assez dure, plus un trajet qui est long puisque je fais à peu près 150 mètres avec les containers. Au bout de 12 ans, et la dureté de la côte et le poids des containers surtout, je ne pouvais plus faire mon boulot comme il fallait. Donc il fallait vraiment une aide
Et le Joby était là pour ça, quoi. On a adapté son poste. Il y a un travail pluridisciplinaire qui a été fait en interface avec le médecin du travail, avec la responsable ressources humaines et d'autres acteurs externes. Et pour Bruno, on a acheté un matériel qui s'appelle tracteur électrique des OM. Ça évite qu'il fasse des efforts pour tirer les ordures ménagères, ce qui entraînerait une dégradation de sa situation de santé. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à l'admettre, hein, comme toute personne. Se déclarer ouvrier handicapé, des fois, au niveau de notre ego, est très négatif. Mais bon, une fois que c'est fait, et puis quand on voit l'intérêt qu'on a après, ça pose aucun souci dans la vie, quoi. Je les accompagne à accepter la situation du handicap, au montage de dossiers. Au-delà de l'accompagnement psychosocial, il y a aussi ce qu'on appelle l'accompagnement réadaptation professionnelle. C'est le cas de Nora, par exemple, où on a fait un bilan professionnel qui a débouché sur plusieurs pistes. La première piste, c'était hôtesse d'accueil, rechercher des postes d'hôtesse d'accueil ou des postes de chargée de gestion locative. Mais par contre, pour celle-là, elle avait besoin d'un calibrage sur le plan de la formation. Coopération et famille, bonjour. Bonjour madame. C'est monsieur Amadjako qui est venu vers moi et il a beaucoup travaillé, je le sais, sur mon dossier. Et il m'a beaucoup aiguillée. J'étais gardienne sur le site de Cormeilles en Parisis. Et suite à un accident de travail, donc j'ai dû être classée sur un poste administratif. Il a fallu que je puisse avoir déjà une reconnaissance de travailleur handicapé. Il ne faut pas avoir peur de se déclarer en tant qu'ouvrier handicapé. Il ne faut pas non plus attendre. Moi, j'ai vraiment attendu de vraiment plus pouvoir travailler avant de faire ces démarches-là. Donc c'est pour ça que je milite un petit peu pour la prévention. Il vaut mieux prévenir les accidents de travail, ce qui permet d'avoir des collaborateurs bien dans leur peau, bien dans leur travail. Ils sont contents, ils sont investis sur leur poste. Je suis content, j'ai un beau Joby. Je me sens bien, j'ai commencé mon FONGECIF. C'est une page qui se tourne dans ma vie pour moi. C'est une page qui se tourne. On va continuer avec les questions des internautes. Avec Gribouille, là, tout à l'heure, vous parliez de la pénibilité au travail pour les gardiens d'immeubles. Gribouille vous demande s'il y a des aménagements spéciaux prévus pour des personnes qui ont mal au dos. J'imagine que c'est une grande partie quand même des personnes sur leur lieu de travail. Est-ce que c'est le cas, Sabin ? Alors oui, nous on fonctionne pas, on raisonne pas en termes de pénibilité, on raisonne plutôt en termes de contraintes physiques marquées. Puisque la pénibilité c'est un thème autre. Bien sûr, il y a des aménagements qui sont prévus pour des personnes qui ont des problématiques de dos. Déjà au niveau du groupe Logement Français, depuis 2010, nous avons instauré de mettre à disposition de tous les collaborateurs des sièges ergonomiques basiques. Pour tous les collaborateurs. Ensuite, avec une reconnaissance, très bien. Parce que je vous le rappelle tout à l'heure, j'ai dit que notre politique handicap s'intègre dans une politique de prévention globale. Donc, qui fait partie d'une de vos fonctions. De mes missions. Exactement. Donc, au-delà de ça, pour des collaborateurs qui ont des problématiques, par exemple de dos, qui sont très marquées, sur prescription du médecin du travail et sur échange avec l'ergonome, nous travaillons avec plusieurs prestataires de sièges ergonomiques très adaptés qui ont un certain coût. Et l'entreprise finance ce siège avec l'appui de l'AGEFIP, puisque l'AGEFIP, pour les sièges, c'est qu'à hauteur de 50%. Ça, c'est un exemple précis. On prend l'exemple de collaborateurs qui auraient des problématiques d'audition. Aujourd'hui, au niveau du groupe, nous avons mis en place un process qui permet à ces collaborateurs-là d'être accompagnés. Je les accompagne puisque j'ai la chance d'avoir, mon métier de base, c'était assistant social, à rechercher des solutions, des subventions. Et s'il y a un surcoût pour ce collaborateur, un surcoût d'un certain niveau, l'entreprise essaie d'aider ce collaborateur pour être appareillé. Donc voilà. Donc très bien. Donc il y a des solutions et vous cherchez des solutions et en général vous les trouvez. Nous les trouvons et il y a une dernière solution sur laquelle les ESH travaillent aussi, sur la partie, les 75% de notre cœur de métier, les gardiens d'immeubles, c'est les tracteurs des OM. Les tracteurs des OM, c'est un matériel qui permet de tirer les ordures ménagères. Pardon. Pour nos internautes, c'est bien de préciser. C'est une déformation. Donc c'est un tracteur qui permet de tirer les bacs poubelles
pour réduire la difficulté de cette tâche. Et au niveau du groupe, aujourd'hui, par le biais d'une des entreprises, le logement francilien plus précisément, il y a un diagnostic qui a été fait, il y a des sites qui ont été repérés et avant la fin de l'année, ou janvier 2013, il y a 21 sites qui seront équipés de ce matériel. Voilà, ça c'est des exemples précis qui rentrent dans la prévention mais également dans le cadre du handicap. Très bien. Quentin vous demande si on travaille pour vous, est-ce qu'on peut avoir accès à un logement social? Qui peut répondre à ça? Sabin ou Christine? Il y a certaines catégories de personnel, notamment les gardiens d'immeubles, qui auparavant étaient logés. Aujourd'hui, entre les bailleurs sociaux, c'est un débat et il y a des avantages à être logé ou pas. La politique aujourd'hui, c'est que la plupart des gardiens d'immeubles ne sont pas logés. En revanche, certains ont en fait un avantage de réduction sur un loyer. Dans certaines situations et sous conditions. Donc voilà, c'est pour certains cas en fait, mais la plupart ne sont pas logés chez nous. D'accord. Passons au recrutement maintenant, si vous voulez bien, au recrutement propre, avec Grivois qui vous dit le processus de recrutement chez vous, messieurs, dames, s'il vous plaît, à partir de l'envoi du CV, comment est-ce que ça se passe quand on postule chez vous? Alors, le process de recrutement chez nous, il est assez classique. Donc, il faut adresser les candidatures via notre site sur l'espace carrière. Ensuite, les candidatures sont analysées par les chargés emploi. Donc, elles sont soumises et présentées au niveau N+1. Qui lui décide avec qui il souhaite travailler. En fait, on présente une shortlist aux encadrants qui lui au final valide ou pas la candidature. Est-ce qu'il y a un chemin différent pour les travailleurs handicapés? C'est le même chemin? A priori, je ne vois pas pourquoi il y aurait un chemin différent. On aurait pu avoir un mail. Mais chez nous, alors c'est vrai qu'on est novice vraiment dans le recrutement, puisque, comme le disait Sabin, on a plutôt été pour le moment surtout dans la politique de maintien dans l'emploi. Au niveau du recrutement, a priori, c'est le même chemin, mais peut-être que la pratique nous dira qu'il faudra prendre des voies différentes. Mais c'est sur le site internet du groupe Logement Français. Tout à fait. Voilà. Et dans l'onglet carrière, c'est ce que vous disiez. L'espace carrière, oui. L'espace carrière, très bien. Des CV peuvent également être envoyés via le site internet de la Fédération des ESH, spécialisé sur le handicap. Donc c'est esh-handicap.fr. Voilà. C'est des adresses, on les redonnera à la fin du chat. Voilà. Très bien. Et vous dispatchez les CV, comment ça se passe? Vous selon les besoins des ESH? Voilà. En gros, c'est ça, oui. D'accord. En fait, on reçoit, à un moment donné, je recevais des CV, mais étant donné que nous avons travaillé beaucoup plus sur le maintien, on ne l'avait pas encore abordé. De toute façon, à partir de 2013, ce qui est prévu, la partie recrutement sera bien étayée, on trouvera des solutions, on travaillera là-dessus. C'est au cœur de vos objectifs, en fait. C'est mettre le recrutement au cœur des objectifs. D'où notre présence ici aujourd'hui. Très bien. Camomille vous demande si vous êtes présent pour les entretiens. J'imagine que c'est pour vous, Sabin, la mission handicap. Ou tout du moins, est-ce que les recruteurs sont-ils formés et sensibilisés? Est-ce qu'on peut poser cette question à la fédération? Est-ce que certaines ESH peuvent vous appeler pour un entretien, par exemple? On va commencer par Sabin avec le groupe direct. Moi, je pense que je laisserai Christine répondre parce qu'elle est recruteur, elle dira si elle est formée sur cet aspect-là, donc c'est encore plus clair. Effectivement, on a été formés et sensibilisés au recrutement de travailleurs handicapés. Et d'ailleurs, la démarche a été appuyée par la fédération. Donc, on a été formés par TH Conseil aux spécificités du recrutement de travailleurs handicapés. Donc vous avez une connaissance de... Et puis peut-être pour certains handicaps, est-ce que vous pouvez intervenir justement sur certaines particularités de certains handicaps? Ou peut-être vous, Sabin, est-ce que vous êtes appelé à faire ça? Ce que le recruteur fait, ou le cas qu'on a eu de façon fortuite, c'est que j'étais là, donc on l'a rencontré en deuxième temps, le collaborateur, pour échanger avec le collaborateur. Mais en principe, je ne suis pas au-delà aux entretiens. C'est après qu'on met en place les possibilités.
C'est aussi une des missions de la fédération. Donc, quand je parlais de projet inter-ESH, de mettre en place des actions de formation pour les recruteurs, pour les managers, pour les chargés de mission handicap ou les référents handicap dans les ESH, et également pour les acheteurs. Vous n'êtes pas appelé à assister à des entretiens, non? Non. C'est vraiment justement pour travailler en amont? Oui, voilà. D'accord. Après, le process de recrutement est propre à chaque ESH, de toute façon, en fonction de la taille, en fonction de la politique interne. Voilà. Bien sûr. Gilles vous demande des conseils, Christine certainement pour vous, des conseils s'il vous plaît pour réussir un entretien. C'est tellement angoissant, nous dit-il. Alors, des conseils pour un entretien, c'est pas une question très facile. Je dirais plusieurs choses. Peut-être d'abord d'être le plus sincère possible sur le parcours professionnel. Ensuite, je pense que ce qui est intéressant, c'est de vraiment se projeter sur la fonction sur laquelle vous postulez et en tirer les conséquences en matière de compétences nécessaires, puisque l'idée c'est de se mettre quand même à la place du recruteur, et c'est comme ça que vous réussirez un entretien. Vous êtes là pour rassurer finalement le recruteur que vous avez les compétences pour tenir ce poste-là. Et finalement, en vous mettant à la place du recruteur, je pense que ça vous aidera à préparer un entretien et sur les compétences que vous pouvez penser qu'un recruteur puisse attendre. Bon, voilà. Est-ce que, messieurs, vous voyez quelque chose à ajouter sur l'entretien? Je ne suis pas expert, Martine. On a dit pas mal de choses déjà. Oui. Bon, très bien. Une fois en poste, une fois embauché, bonjour nous dit ma femme est prof et attend sa mutation pour dans 2 ans. À la banque, est-ce que la mutation, est-ce qu'il existe je ne comprends pas bien la question, je vais essayer de la reformuler. Est-ce qu'il y a des mutations pour suivre son conjoint? Est-ce que c'est possible ça de pouvoir bouger d'un... Alors, il y a une politique de mobilité. On affiche tous les postes en interne. Oui. Ils sont d'abord proposés en interne avant d'être proposés à l'extérieur. Il y a une politique, effectivement, qui permet d'offrir d'abord les postes à des candidats internes. Donc maintenant, suivre son conjoint, ça dépend où, parce que on a des filiales qui sont sur la région Rhône-Alpes, PACA. Pour le moment, c'est possible. S'il y a des postes, Bien sûr. Ça reste limité à ces régions-là pour le moment, quoi. Et l'évolution de carrière avec Revanche qui vous demande si vous formez vos salariés pour se tenir au courant des nouveautés de leur métier ou peut-être pour évoluer. Est-ce qu'il y a des formations prévues? Oui, parce que le groupe, déjà, pour rappel, l'obligation légale de formation, c'est 1,6 et le groupe Logement Français, on est à plus de 5%. Donc il y a une politique bien définie, bien meublée de formation des collaborateurs. Donc c'est tout à fait possible d'évoluer au sein de... On est vraiment au-delà de l'obligation légale. Très bien. On vous demande, il y a pas mal de questions, est-ce que vous travaillez avec le secteur protégé? Oui, nous sur travaillons. Sur quel service? Alors, c'est sur tout type de service, que ce soit les espaces verts, on n'en a pas beaucoup, et l'achat de matériel. Là, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 2013, la politique avec les achats protégés sera encore plus renforcée. Voilà. Il y a plusieurs types de prestations au sein des ESH. Effectivement, donc il y a l'entretien des espaces verts, qui est un peu naturel puisqu'on gère un parc immobilier, donc forcément on a besoin de ce type de prestations. Il y a la remise en état de locaux entre 2 locations également. Il y a le traitement des demandes de logement qui peut être aussi externalisé. Il y a d'autres prestations comme par exemple la fabrication d'étiquettes de boîtes aux lettres, qui est une initiative qui a été mise en place dans les ESH et qui du coup est un partenariat périn avec un ESAT. Vous évoquiez la sensibilisation. Tout à l'heure, Madeleine vous demande quelles sont vos grandes actions pour la valorisation des travailleurs handicapés. Alors, il y a plusieurs choses qui sont faites au niveau de la fédération. En tout cas, il y a par exemple une plaquette qui a été conçue par la fédération et qui a été proposée à l'ensemble des ESH. Plaquette qui apparaît à l'image assez régulièrement pendant le chat, d'ailleurs, je tenais à le préciser. Voilà, c'est un petit livret sous format BD. D'ailleurs, Logement Français en a commandé un certain nombre d'exemplaires.
Il y a aussi le partage de bonnes pratiques, comme je le disais, via le site internet de l'Action Handicap, donc esh-handicap.fr, où il y a pas mal de vidéos justement sur les bonnes pratiques mises en place au sein des ESH, donc aussi où il y a Logement Français qui apparaît également, des témoignages écrits, des journées professionnelles, voilà. Puis ensuite, il y a effectivement chaque ESH qui met en place ses propres actions de formation et de sensibilisation. En complément à ce que tu disais, nous, c'est déjà la sensibilisation par l'exemple, par ce qui est fait, ce qui est vu. Parce que quand on prend le groupe Logement Français, depuis 2008, nous sommes passés de 2,5% à plus 6% pour la plupart des ESH, parce que les actions concrètes sont là. Et la sensibilisation déjà individuelle du collaborateur à accepter cette reconnaissance de travail handicapé et la sensibilisation collective des partenaires sociaux au niveau du CHSCT, où on débat des situations, on recherche des solutions, la sensibilisation des managers pendant des réunions, qu'on évoque les situations. Donc ça participe à déconstruire les représentations sur le handicap ou sur la diversité en général. Très bien, le chat touche à sa fin. Je vous propose de conclure et d'essayer de motiver les futurs candidats, les futurs collaborateurs à venir travailler pour le groupe Logement Français. On va commencer par vous, Christine. Est-ce que vous avez un mot à leur dire ? Bah, écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que ça fait 15 ans que je suis au Logement Français et que j'y suis toujours et que chez nous, on a l'avantage de travailler dans un groupe qui a des métiers, encore une fois, très riches en contenu et très riches de sens. Donc j'invite un plus grand nombre de candidats à venir nous rejoindre et puis à consulter nos offres régulièrement sur l'espace carrière. Très bien. Merci beaucoup, François. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire une petite phrase pour peut-être motiver les personnes à postuler et à nous envoyer un CV, par exemple ? Eh ben, par exemple, au niveau du secteur des ESH, donc, il est important de souligner que nous sommes une branche qui, malgré la crise, continue à embaucher, et ce, de façon continue et de plus en plus grand nombre. Donc voilà, donc nous avons des postes, nous sommes ouverts, donc venez nous rejoindre. Le site internet ? C'est esh-handicap.fr. Il va être mis en ligne, il va être remodelé en fait. La nouvelle version va être mise en ligne normalement ce soir ou demain matin ou plus tard. Très bien. Voilà. Donc il y a des postes et un nouveau site internet sur lequel vous pourrez postuler dès demain matin. Sabin, on va terminer par vous. Alors, nous, notre objectif dans cette démarche, c'est plutôt de devenir une société handi-accueillante. Donc, c'est pour ça, au-delà de la sensibilisation, au-delà du maintien dans l'emploi, nous passons à l'étape recrutement. Donc, je vous invite vraiment, j'invite les internautes à postuler sur l'espace carrière. Il y a une multitude d'offres qui sont sur le site et n'hésitez pas. Voilà. Très bien, merci à vous trois pour vos réponses. Merci. Merci à vous pour vos nombreuses questions. On n'a pas pu toutes les poser malheureusement. J'espère qu'on a quand même répondu à la majorité de vos interrogations. Très bon après-midi à tous. Handi Chat, ça continue, c'est du direct et c'est tout de suite.